de suivi dans le monde entier le long de la trajectoire de vol. Et comme tout le monde est à travers the range, ils doivent avoir les mêmes informations. C'est pour ça que tous les yeux sont sur ce point, sur le panneau des verts qui est ici dans la salle de contrôle et on le trouve partout sur the range. Et quand tous les panneaux sont en vert, c'est un bon signe. Donc, parlez-nous des panneaux. Tout à fait. Oui, donc le panneau des verts montre en direct le statut Go, No Go partout sur la base. Comme vous l'avez dit, tout doit être au vert pour que le lancement ait lieu. Et il nous montre la santé des 3 systèmes principaux sur la base. Bien évidemment, le lanceur avec son système au sol. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit ensemble de lancement plus lanceur. Il y a également le satellite, bien sûr, METOP SG-A1, et un troisième groupe qui inclut la télémesure, les radars, la météo et bien évidemment la sécurité. Et donc, tout ceci se trouve dans la salle de contrôle. Donc, on l'appelle le CDL. Il gère tout ce qui se passe avec la fusée et la zone de lancement. Oui, donc le centre de contrôle, c'est là que les équipes Ariane Espace et Ariane Group vérifient le pas de tir, s'assurent que le lanceur est prêt. Ce sont les équipes opérationnelles. Ils envoient des ordres pour lancer les systèmes avioniques, pour la pression des réservoirs et faire tous les tests nécessaires pour confirmer que le lanceur est prêt au lancement. Derrière eux, derrière cette vitre, il y a l'équipe des ingénieurs qui suivent toutes ces opérations de près en s'assurant que tous les paramètres sont tels qu'attendus. Ils suivent donc les paramètres physiques, la température, la pression, les courants électriques et ces équipes travaillent en tandem et en temps réel avec les équipes dans la salle Space Code à Paris qui ont conçu et fabriqué le lanceur. Ils suivent donc le lancement de l'autre côté de l'océan et les équipes communiquent les unes avec les autres de manière continue et suivent les opérations et prennent des décisions importantes. Effectivement, et donc le plus il y a de gens là-dessus, le mieux ce sera. Donc, nous avons eu le dernier contrôle météorologique, T-20. Nous avons le tout dernier contrôle météorologique dans quelques secondes à T-10. Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Oui, alors tout d'abord, il faut suivre les vents haute altitude entre 10 et 20 km. Nous devons nous assurer que la vitesse des vents et leur direction soient en dessous d'une certaine limite, pas parce que le lanceur ne peut pas le supporter, mais pour des raisons de sécurité, au cas où il y aurait un problème sur le lanceur. Il faut également suivre le risque d'éclair pendant la phase d'ascension pour éviter que le lanceur ne soit touché par l'orage, ce qui pourrait impacter négativement les systèmes avioniques du lanceur. Et on vérifie également les nuages, mais ce n'est pas un problème puisque, comme vous pouvez le voir, il y a 4 paratonnerres pour protéger le lanceur sur son pas de tir. Oui, et on utilise des ballons. Oui, on utilise des ballons météorologiques qui ont des instruments qui envoient des informations sur la température de l'atmosphère, la pression, l'humidité. Et on utilise également des capteurs tout autour de la base de lancement et le long de la côte pour les vents et également l'orage. Et les panneaux des verts sont verts, donc c'est une bonne nouvelle. Donc, nous gardons les doigts croisés pour un très beau lancer ce soir. Donc ici, sur le pas de tir, nous avons plusieurs choses à regarder. Donc, regardez un petit peu ce grand bâtiment qui se trouve juste derrière le lanceur. Ça s'appelle le portique mobile. Donc, il protégeait en fait le lanceur avant le lancement, mais c'est vraiment quelque chose qui s'est reculé juste avant le lancement. Oui, en effet, le portique mobile est une structure très importante, 8200 tonnes de structure métallique, ce qui correspond au poids environ de la tour Eiffel. Il est fabriqué autour et est retiré juste avant le lancement. Il progresse très lentement sur des rails à 7 mètres par minute.
89 mètres de haut et 49 mètres de large et 120 mètres une fois replié. Donc, c'était il y a quelques semaines, les opérations de préparation. Oui, les étages cryogéniques du lanceur sont arrivés en Guyane française sur un nouveau navire cargo appelé Canopée, qui fonctionne l'énergie éolienne. Ils ont été transportés vers le port. Et il y a eu un assemblage horizontal de l'étage principal et supérieur. Ensuite, il y a eu des vérifications réalisées. Mi-janvier, l'étage principal intégré a été transféré sur la zone de lancement par un véhicule à guidance automatisée. Et une fois arrivé sur le pâtir, il a été incliné à la verticale, hissé sur le portique et positionné de manière très précise sur la table de lancement. Bien sûr, 2 boosters ont ensuite été transportés sur le pâtir et intégrés sur l'étage principal. Après cela, notre passager, METOP SGA1, est arrivé en Guyane française mi-juin. Le container a été transféré vers le site de préparation. Il a été déchargé dans une salle blanche pour inspection avec des vérifications qui ont été réalisées. Ensuite, l'engin a été transféré vers une salle blanche spéciale où il a été avitaillé. Ensuite, il y a eu le montage de l'engin sur l'adaptateur, puis cet empilage a été transféré vers le bâtiment d'assemblage final où il a été intégré à l'adaptateur véhicule de lancement d'Ariane 6 et après plusieurs vérifications, les 2 demi-coiffes ont été positionnées autour de l'engin et enfin assemblées. Le satellite et la coiffe ont été transférés par route vers la zone de lancement et une fois arrivé, ce composite a été hissé sur le portique et intégré en haut du lanceur. Cette opération a été réalisée mercredi dernier. Et il y a environ 9 heures, le portique mobile a été retiré. Effectivement, pour révéler notre lanceur et donc effectivement retirer le portique mobile et le démarrage de ce compte à rebours final. Il y a eu beaucoup d'opérations au cours de ces dernières 9 heures. Parlez-nous des faits marquants. Oui, après que le portique soit retiré, les lignes de carburant ont été vidangées pour se débarrasser de toute humidité restante et pour préparer le refroidissement des lignes, puis l'avitaillement qui a commencé environ 6 heures avant le lancement. Parallèlement à cela, il y a eu des vérifications électriques, armement, préparation de la télémesure et des radars. Et maintenant, nous sommes dans une situation stable en attendant le début de la séquence synchronisée. Oui, et nous allons voir ceci dans les prochaines 20 secondes. Donc, nos gestionnaires de lancement sont prêts à l'annoncer. Il a décroché le téléphone. Directeur des opérations. Séquence finale lanceur passé à H0 moins 5 minutes. Très bien. Il a annoncé le début de la séquence, donc c'est une bonne nouvelle. Les 5 dernières minutes du compte à rebours, il y a beaucoup de choses qui se passent au cours de cette période, beaucoup d'opérations très détaillées, très rapides pendant cette période, aux millisecondes. Oui, et toutes ces opérations sont chronométrées de manière très précise avec des vérifications
des systèmes, pressurisation des réservoirs cryogéniques, activation des différents systèmes et soupapes. Le contrôle des opérations est progressivement transféré depuis le sol vers l'ordinateur de bord. Et c'est cet ordinateur à bord du lanceur qui enverra la commande d'allumage du moteur principal. Ce même ordinateur vérifiera ce moteur avant d'envoyer une commande d'avitaillement et de déconnexion, allumage du booster. Et étant donné qu'aujourd'hui, c'est une fenêtre ou plutôt un lancement fixe, il n'y a pas de fenêtre de lancement. Et donc, si on doit s'arrêter pour une raison ou une autre, il faudra repousser le lancement. Donc, vous voyez ici le lanceur sur son pas tir. Donc, une réflexion sur la séquence de lancement. Nous allons lancer le moteur Vulcan d'abord. Oui, 7 secondes avant le lancement, le moteur Vulcan est allumé pour vérifier que tout se passe bien, qu'il fonctionne bien, avant d'allumer les boosters. Et parlons rapidement des bras cryogéniques. Vincent, on ne les voit pas ici, mais une fois qu'on les verra, voilà, on les voit. On avait une excellente vue de ces bras jaunes. Donc, ils sont en haut de du lanceur. Ils apportent du liquide cryogénique très, très froid. Oui, en effet, ce bras cryogénique fait plus de 13 mètres de haut et 20 tonnes. C'est un bras mécanique très grand, connecté au lanceur pour assurer l'avitaillement de l'ULPM avec de l'hydrogène liquide et de l'oxygène à une température extrême, jusqu'à moins 250 degrés. L'objectif est également de maintenir une pression constante dans les réservoirs et stabiliser les fluides au sein du lanceur jusqu'au moment du lancement. Et donc, nous avons le même fluide cryogénique qui est alimenté dans le bas du lanceur également. On ne le voit pas ici, mais c'est ce qui se produit. Oui, en effet, c'est la même chose pour l'étage principal et l'étage inférieur. Il y a une connexion de carburant mangue, mais cette fois-ci avec un système massif qui s'appelle donc mangue et qui est installé sur la table de lancement. Il fait 10 mètres de haut et pèse 100 tonnes. On se rapproche bientôt de la dernière minute avant le À tous nos lancement. DDO, attention pour moins d'une minute. Top, à Géraud, moins une minute. Nous sommes à 1 minute avant le lancement. Tous nos voeux à toutes les équipes. Bonne chance à tous. Bon voyage Ariane 6 et METOP SGA 1 avec Sentinel 5. Deux, un, top, allumage de ZSR et décollage. La propulsion est nominale. Pilotage calme, paramètres à bord sont normaux. Propulsion nominale. Les paramètres à bord sont normaux, la trajectoire est nominale. La propulsion est nominale. Paramètres à bord sont normaux, passage ultrasonique. Et le troisième lanceur Ariane 6 qui est en train de se voir dans le ciel guyanais au départ du port spatial européen de Guyane.
Nous entendons que la pression est bonne et que tout se passe bien. Et ici, nous voyons les 2 propulseurs qui font tout le travail pour l'instant. Vincent. Oui, en effet, on voit les 2 boosters sur le pas de tir. Il y a plusieurs centaines de tonnes et on a besoin donc de 900 tonnes de poussée et on est à quasiment à 90%. Pilotage calme. Il nous dit que tout se passe bien, que tout est normal. Nous nous rapprochons maintenant. On devrait en fait voir ces 2 propulseurs qui sont relâchés. Sur notre caméra, nous voyons 2 points et nous allons voir le moteur de l'étage principal et nous avons une comparaison. Donc, nous voyons les 2 propulseurs. Nous avons vraiment de la chance. Nous avons un ciel incroyablement clair ce soir. Des très belles images, en effet. Nous voyons maintenant le moteur Vulcan de l'étage principal et il nous dit que tout est normal. Donc, la prochaine chose à être abandonnée, ce sera la coiffe. C'est le nez au sommet du lanceur. Tout va bien. Et donc, la coiffe protège notre satellite. Nous avons une bonne vue ici sur nos images CGI. Les Donc, paramètres sont normaux. c'est un peu la baie de chargement, là où se trouve Pilotage calme. le satellite. Oui, en effet, la coiffe en haut du lanceur a plusieurs missions. La première, comme vous pouvez l'imaginer, c'est de protéger le satellite au sol de la poussière, l'humidité, etc. Et au moment du lancement, c'est une protection acoustique avec les frottements. Et pendant le vol, eh bien maintenant, il protège les satellites également des chaleurs extrêmes alors que l'on voyage dans la partie la plus dense de l'atmosphère. Et donc, voilà, elle a été abandonné. Nous n'en avons plus besoin dans la partie dense de l'atmosphère que vous décrivez. Regardez ça. Nous pouvons voir notre satellite pour la première fois et il est superbe. C'est une structure tout en or. Oui, en effet, c'est le METOP SG-A1. On voit sa position en haut du lanceur. Il est rattaché à l'étage supérieur. METOP SG-A1 est un gros oiseau qui pèse plus de 4 tonnes. Il est en configuration repliée, bien sûr, pour le vol. Et dans la couleur dorée, on peut voir plusieurs couches qui protègent les éléments les plus sensibles de radiation. Et en noir et gris, vous voyez des éléments tels que les instruments ou autres équipements spécifiques. Effectivement, il nous dit que tout se passe bien là-haut dans l'espace. Et oui, ces instruments, nous en avons en fait 6 instruments différents à bord. On va vous en parler un petit peu plus. Donc, si on passe de haut jusqu'en bas, donc tout se passe bien. Donc, vous avez donc Yazid, donc qui nous donne un profil de température et d'humidité, ainsi d'informations sur les gaz dans l'atmosphère. Oui, et au-dessus, un élément écoute les signaux des satellites de navigation tels que GPS ou Galileo dans l'atmosphère pour la température, l'humidité, la pression. Les paramètres à bord sont normaux. Ensuite, nous avons MWS, donc le sondeur de radio-occultation. Donc, il nous donne des informations sur la température, l'humidité, ainsi que la neige et la glace. Oui, et de l'autre côté, il y a le 3MI. Il s'agit d'une nouvelle manière de suivre les petites particules et aérosols dans l'atmosphère qui sont associés à la formation de nuages. Et au-dessus, Sentinelle-5 qui va collecter des données sur notre atmosphère, la qualité de l'air, dans le cadre du programme européen Copernicus. Trajectoire nominale. Effectivement, et tout en haut du côté gauche, vous avez MetImage. C'est un laboratoire d'optique visuelle et infrarouge qui nous donne des images avec une résolution très précise
Go Launch 2. Centaur LO2 at flight level. Roger. LC Fuel 2. Go Fuel 2. Centaur LH2 at flight level. Roger. L minus 11 minutes. LC switch to ready position. All steps are complete prior to the status check. We remain in the planned 7-minute hold as we continue towards liftoff. In a few moments, ULA launch conductor Scott Barney will pull the team for the final go for the countdown. The launch conductor coordinates the launch team during countdown, similar to a symphony conductor coordinating an orchestra. 30 engineers are pulled to confirm the rocket is ready to proceed. This is the final status check for all Vulcan vehicle systems, ground systems, the payload, the U.S. Space Force Eastern Range. Let's listen into Scott as he performs the poll. L minus 10 minutes. Status check to proceed with terminal count. Vulcan systems, propulsion, Go. hydraulics, Go. pneumatics, Go. LNG, Go. LO2, Go. water, Go. Centaur systems, propulsion, Go. pneumatics, Go. LO2, Go. LH2, Go. house gas, Go. electrical systems airborne, Go. ground, Go. facility, Go. RFFTS, Go. flight control, Go. GCQ, Go. op support, Go. com, Go. umbilicals, Go. environmental control systems, Go. redline monitor, Go. quality, Go. op safety manager, Go. ULA safety officer, Go. vehicle system engineer, Go. anomaly chief, Go. range and weather, Go. launch director, Clear to proceed. mission director, This is the mission director. You have permission to launch. proceeding with the count. ALC, verify T0 is set for 0056 Zulu. Verified. ABE, issue Polling is MR. complete and the team is go for launch. From now until liftoff, you'll hear launch conductor Scott Barney and the team performing the final steps in the countdown procedure. Several critical activities occur in the final minutes before launch, including verifying fuel tank levels and pressures in the booster and Centaur, and arming the flight termination system. At T-minus 1 minute, the range operations commander confirms the range is green in a green condition for launch, assuring there is no nearby constraints like boats, planes, or weather, and that all tracking systems are operational. At T-minus 25 seconds, you'll hear Go Vulcan, Go Centaur, Go USSF 106. This is the final status check of the rocket and payload readiness. At T-minus 6 seconds, initiation of the launch pad water deluge system occurs. At T-minus 3 seconds, the main engines ignite. Then, after seeing Vulcan lift off, you'll hear flight commentator Daniel Brunson providing updates as the rocket ascends into space. In our launch count, we include planned holds. This means that as the launch team and the launch clock are getting closer to liftoff, the clock will pause for short periods of time to allow the team to resolve any issues that might occur in the hours leading to launch. If you're familiar with launch counts, then you might already know that the L- time refers to the actual time remaining until launch, and the T- time refers to the time that reflects these holds. By building in these holds, we give ourselves a higher probability of an on-time liftoff. As we are currently in our 7 minutes hold, we will anticipate releasing the hold in just a few moments. Time will be T-minus 7 minutes and counting. 3, 2, 1, mark. The countdown clock has resumed, and we are go for launch at 8:56 p.m. Eastern Time. After decades of launching our country's most vital assets into space on Atlas and Delta rockets, ULA is proud to continue supporting our nation, launching new capabilities atop our new Vulcan rocket. Let's take a look at our legacy of national security launches.
ULA is proud to serve our country and honored to have launched 100 national security missions. The importance of reliably delivering these missions to orbit is never lost on us. They keep our people safe by keeping an eye on our adversaries, delivering critical information to decision makers, providing communication capabilities across battlefields, on land, at sea, in air, and in space, helping warfighters find their way on the front line and the home front, monitoring for missile threats, and testing and implementing new technologies that protect our country and our people. 100 national security launches, 100 missions we proudly enabled. And we look forward to the next era of national security missions, launching atop ULA's high-performance Vulcan rocket. As we approach the terminal count pole, let's check in on today's forecast provided by the team over at the Space Launch Delta 45 Weather Squadron. The probability of violating launch constraints is 20%. Ground winds are 10 knots out of the east-southeast, and the temperature is 84 degrees Fahrenheit. The primary concern for launch today is the cumulus cloud rule. The range is green and for weather, and we are go for launch. Following liftoff, ULA's Vulcan rocket will be flying an easterly heading from Space Launch Complex 41. Here's a look at today's flight. Following final confirmation of rocket readiness, twin BE-4 engines and 4 GEM 63XL solid rocket boosters produced nearly 3 million pounds of thrust to lift ULA's Vulcan rocket away from Cape Canaveral's Space Launch Complex 41. Shortly after liftoff, the rocket begins a pitchover to attain the proper flight path while minimizing the dynamic pressure it experiences during flight. Vulcan then reaches Mach 1, the speed of sound. With the ability to add 2, 4, or 6 solid rocket boosters, or SRBs, Vulcan can be precisely configured to take any mission to space, from low Earth orbit to Pluto and beyond. These boosters augment the rocket's total thrust at liftoff, adding approximately 460,000 pounds of thrust per SRB. With their propellant expired approximately 90 seconds into ascent, the SRBs burn out, followed by jettison. Jettison time is variable, occurring between 100 and 150 seconds after liftoff, depending on mission requirements. Vulcan's guidance system then activates to steer towards the precise target in space. First stage flight continues as the rocket crosses the Kármán line, entering space. With the majority of propellant expended as Vulcan fights against the force of gravity, the BE-4 engines shut down and the booster stage separates. With the rocket now weighing less than 10% of what it did at liftoff, dual RL-10C engines on ULA's Centaur upper stage ignite. Spacecraft are encapsulated inside a 5.4-meter diameter payload fairing, which provides a protective environment during ascent. Following Centaur engine ignition, the payload fairing is jettisoned, and the mission continues to its final destination. Once we lift off, viewers watching the launch from Florida and points east may be able to see Vulcan in flight. To get a closer look at this visibility map, check out @ULA_launch on social media. Roger. $159, Vehicle internal. $155, Launch sequencer start. $140, Launch enable. $135, FTS armed. T-minus 90 seconds. The launch vehicle, ground systems, payload, and eastern range are go for launch.
For those of you just tuning in, at 8:56 p.m. Eastern Time. At 8:56 p.m. Eastern Time. T-minus 1 minute. Rock report range status. Range green. $45. Vulcan tanks at step 3. $34. $30. EE4 start box, go. $28. Verify ECS routes for launch. Verified. $20. Status check. Go Vulcan. Go Centaur. Go SF-106. $15. 10. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. We have ignition. 1. And liftoff of United Launch Alliance Vulcan rocket carrying USSF-106 for the United States Space Force, continuing ULA's soaring legacy in national security space launch with the innovative Vulcan rocket. Thrust. Half mile in altitude. Completed our pitch and yaw program. Body rates turned to 0. P's gone to closed loop control. And we've completed our roll program. 3 miles in altitude, half mile downrange. And Mach 1, Vulcan is supersonic. Vehicle's traveling at 1,500 miles per hour, right down the center of the range track. Max Q, maximum dynamic pressure. Engine parameters continue to look good. Hydraulics good. Five miles downrange. You are hearing Daniel Brunson providing launch vehicle ascent data. Good indication of SRB burnout, preparing for SRB jettison. B4s continue to burn nominally. Good indication of SRB separation. B4 is entering its first throttle bucket. And guidance enabled. We've been able to close loop steering. At this point in We flight, just heard Vulcan's now half confirmation of solid rocket booster jettison. These 4 motors augmented the thrust of the main vehicle engines at liftoff, giving the Vulcan rocket an extra boost on its journey to geosynchronous orbit. 27 miles downrange, continues right down the center of the range track, traveling at 3,200 miles per hour. Engine continues to burn nominally, body rate's looking good. And we've got activation of the RCS pyro valves on the upper stage. .34 miles in altitude, approaching 4,000 miles per hour. Body rates continue to look as expected. Passing 80 miles downrange, Vulcan continues right down the center of the range track. Passing through 45 miles in altitude, 107 miles downrange. Engine parameters continue to look healthy.
We're now a quarter of our original liftoff weight, 169 miles downrange, 56 miles in altitude. Good activation of the upper stage PU motors. Vehicle's traveling 8,400 miles per hour. This is Vulcan Mission Control at T plus 4 minutes and 30 seconds. We're about 30 seconds away from our next mission events, booster engine cutoff and booster separation, followed by start of the main engine and jettison of payload fairing. Let's return to Daniel Brunson. And we've completed boost phase chill down. Prop on, Elsie. And good indication of shutdown. Good indication of centaur separation. We got pre-start on H2 and O2. And good start on the upper stage engines. 2 good RL temps. Good indication of PLF jettison. Centaur PU set to open loop control. Body rate's looking good. This is Vulcan Mission Control at T plus 5 minutes and 45 seconds. We just heard flight commentator Daniel Brunson confirm the successful completion of the early milestones in today's flight, and all systems continue to operate nominally. As the mission continues, let's take a look at the important work done by the Space Force's Space Systems Command. The ultimate high ground has no ground. The satellites in orbit around our planet provide the critical infrastructure we use to defend and protect the security and prosperity of this world we all share. But space is no longer a benign environment. Adversaries and near-peer nations are actively working to dominate the most critical battleground of our day. At Space Systems Command, the time to act is now. The race is on. Our adversary is out there. They are going to work every day, trying to work harder, smarter, faster than us. But we are